monde aujourd'hui, l'homme et la machine travaillent main dans la main pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Imaginez que vous devez résoudre un problème de classification, mais vous hésitez de choisir entre deux solutions, l'arbre de décision et le KNN. Chacun a ses avantages évidemment, mais lequel choisir pour obtenir les meilleurs résultats? Alors, je suis Subi Mavou, passionné de l'intelligence artificielle et du machine learning. En tant qu'étudiant à Yeko Elite, où je me spécialise en intelligence artificielle, ça arrive qu'on choisisse entre ces deux algorithmes pour résoudre des problèmes variés. Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo car je vais partager avec vous mon analyse de ces deux méthodes. Let's go sur mon écran. Alors, bienvenue dans notre écran où on va explorer les deux algorithmes énumérés dans l'introduction. Alors, que nous pouvons citer qui est le Decision Tree et le KNN. Que le mot Decision Tree ne vous effraie pas. Decision qui veut dire décision et Tree qui veut dire arbre ou les arbres en anglais, qui en français nous ramène à l'arbre de décision. Alors, pour mieux assimiler cela, nous devons d'abord comprendre les différents termes afin que, en profondeur, on soit plus à l'aise avec ces termes. Alors, passons aux définitions. Qu'est-ce qu'on en dit sur l'arbre de décision? Alors, un arbre de décision est un ensemble de règles de précision, de décision qui aboutissent à un résultat précis. Et donc, celui-ci est un modèle d'apprentissage automatique qui utilise une structure en arborescence pour représenter un ensemble de décisions et leurs conséquences. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur le mot arborescence? Pensez juste à une certaine ramification ou encore une sorte de chaîne, s'il faut le dire. Et donc, il faut maintenir qu'il existe deux types d'arbres de décision, qui est l'arbre de classification et l'arbre de régression. Et comme on travaille sur la classification, celui-ci intervient dans la prédiction des variables catégorielles. Disons, il répond à des questions, plutôt à des questions qui mériteraient d'avoir des réponses comme oui et non. Disons, est-ce que si on prend la pomme, on le met au milieu des tomates, celui-ci sera une tomate ou restera toujours une pomme, si on le prend dans ces termes. Et donc, concernant le KNN, on pourra dire que c'est un algorithme d'apprentissage supervisé tout aussi qui nous permet de faire des prédictions sur des variables qualitatives ou quantitatives. Contrairement, bien sûr, à l'arbre de décision, le KNN lui fonctionne différemment. En tout cas, différemment. Au lieu de poser des questions, comme je l'ai énuméré dans la définition de l'arbre de décision, lui, il regarde les voisins les plus proches d'un élément. Dans la suite, je vous montrerai un exemple qui illustrera cela au fur et à mesure. Et donc, pour illustrer cela, nous allons prendre l'exemple parfait qui est du dataset du Titan. J'aime ce dataset parce que c'est un dataset assez organisé et aussi qui est propre sur l'administration. Disons, les données sont bien rangées. Et donc, on commence avec le graphe concernant l'arbre de décision. Ce graphe représente trois paramètres, qui est l'âge, la classe et le nombre des survivants ou encore des non-survivants. En rouge, nous voyons très bien que ce sont des gens qui ont survécu. En vert, ce sont des gens qui ont perdu la vie malheureusement le jour en question. Et donc, avec ce modèle d'arbre, on commence avec une question et à chaque étape, l'arbre se divise en 2, 3 ou plusieurs branches créant une ramification. S'il faut le dire comme ça, je vous ai expliqué la ramification, pensez juste à la chaîne ou encore à une sorte d'arbre qui est en train de créer des branches et puis est en train de s'établir en fait. Et donc, si nous utilisons un arbre de décision, il pourrait commencer par une question comme le passager avec quel âge, il est assis dans quelle classe, ainsi de suite. Donc, vous comprenez par là que
jusqu'au moment où nous pourrons obtenir une prédiction finale. L'arbre ne s'arrêtera pas d'apprendre. Donc, il ira jusqu'au bout afin de déterminer la feuille, ce qu'on appelle la feuille de l'arbre. Disons, là où l'arbre offre une certaine assurance. Par exemple, là, entre la classe 2, 1 et 2, 1 et 2, attends, de 0 à 2 et demi, je crois bien, 2 demi-classes, et puis entre l'âge de 0 à 18 ans. Vous voyez que là, il y a eu moins de survivants. Je dirais qu'il y a eu moins plutôt de morts, excusez-moi, il y a eu moins de morts. Et donc, si on prend un point qu'on vient placer ici, on le met en bleu, c'est bien, ici. Si on prend un point qu'on vient placer ici et qu'on essaie de déterminer si celui-ci qui a été assis entre la première et la deuxième classe et avait entre 0 et 18 ans, aurait-il survécu, aurait-il perdu la vie? Donc, vous voyez très bien que les Russes sont très faibles. Et en prenant en termes de probabilité, nous pourrons dire que sur cette partie, c'est encore incertain, mais il pourrait avoir beaucoup de chances de survivre, par exemple. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est juste des séparateurs de classe qui nous permettent de mieux diviser, comment on appelle ça, mieux diviser nos branches afin de créer cette ramification dont je vous ai parlé. Et donc, avec le KNN, en revanche, l'algorithme ne va pas poser de questions. Il va simplement chercher des cas passagers les plus similaires ou proches de nos passagers. Ce petit graphe que je viens de vous présenter ne reflète pas vraiment les datasets du Titanic car il y a eu un certain début pour afficher tout l'ensemble des données. C'était pas coloré, c'était pas propre. Mais on a pris quand même une partie pour expliquer ou encore pour aller plutôt sur l'explication du dataset du Titanic. Imaginez que ça c'est la première classe et ça c'est la deuxième classe. Et la personne en rouge était marquée comme étant une personne s'il a survécu à la première classe ou encore il est mort dans une classe, s'il faut le dire. Donc, première classe B, classe 2, classe 1 ou classe A. Eh bien, nous voyons que K est égal à 3. K comprend 3 éléments, 2 violets et 1 jaune. K est égal à 6, K comprend 4 éléments en jaune et 2 éléments en violet. Et donc, comme je le disais au départ, il va chercher les cas plutôt passagers les plus similaires ou proches de nos passagers cibles. Donc, quand vous essayez de voir qu'est-ce qui est proche du point rouge, on a l'impression que les deux points, attendez que je vous énumère ça, on a l'impression que les deux points, ces deux points-là, ça et ça, ils sont très proches du rouge. Et donc, à travers cela, notre algorithme va travailler en prenant en compte le nombre de caractéristiques qui sont supérieures. Disons, là on voit qu'il y a 2 violets. Et dans l'entraînement, il se dira sûrement que le point rouge ou encore la personne qui est ici a survécu avec K égale à 3. En prenant K égale à 6, il dira que la personne qui est en rouge a survécu car il y a beaucoup plus de nombres autour qui ont eu cette chance. Je ne sais pas si vous comprenez dans cet angle. Et donc, si on prend cela, on dira que la majorité des cas voisins ont survécu. Notre passager est également classé dans la catégorie survécu. Le rouge, bien sûr, assez bien plutôt sorti, s'il faut le dire. Et donc, c'est un peu comme si tu demandais, si on prend un exemple, c'est un peu comme si tu demandais à tes amis de te dire s'ils pensent que ton nouveau voisin sympa, plutôt que ton nouveau voisin qui vient
de s'établir dans votre cour est sympa en fonction de ce qu'ils savent des voisins autour. Disons, ce voisin-ci n'est pas trop gentil, ce voisin-ci ne partage pas et tout. C'est un peu dans ce sens. Et donc, si on se met à discuter sur les algorithmes comme le KNN et les arbres de décision, on passera un peu sur une certaine comparaison, s'il faut le dire. Eh bien, les arbres de décision ont l'avantage d'être très faciles à interpréter. C'est ce que vous avez vu au départ, car il y a beaucoup plus de flexibilité. Chaque branche de l'arbre peut être comprise comme une règle, ce qui permet de suivre le raisonnement ou encore la logique du modèle et d'expliquer pourquoi il a pris telle ou telle décision. Vous me comprenez. Contrairement au KNN, en revanche, est plus une modèle en black box, disons la boîte noire, s'il faut l'interpréter en français, car il n'y a pas de processus explicite de décision. C'est ce qu'on a dit au départ, que lui, il s'en tient compte de distance ou encore il s'en tient compte au nombre d'éléments autour. C'est plutôt une approche basée sur des proximités, ce que je viens de vous dire, si on va sur des termes un peu plus techniques. Cependant, le KNN peut parfois être plus flexible, surtout si les données sont très complexes et que l'arbre de décision a du mal à les séparer de manière optimale. C'était un peu ce que je pouvais vous présenter sur la discussion concernant le KNN et les arbres de décision. Vous comprenez que l'arbre de décision est plus facile à interpréter grâce à ce qu'il apporte ou encore à sa manière plutôt à sa compréhension qui est super rapide, mais qui, avec trop de détails, peut être moins précis. Il faut le signifier. Et pour prendre en compte le KNN, au contraire, lui, il est très flexible et puissant, car il est paresseux, il ne s'entraîne pas, il va directement au fait, s'il faut le dire. Il voit ce qui est semblable à lui et puis il s'en rapproche. Alors, on va sur un autre point. Présentation des hyperparamètres clés influents sur les performances des arbres de décision. Que pourrait-on dire sur cela? Déjà, quand vous utilisez un arbre de décision, l'un des paramètres clés à régler est la profondeur de l'arbre. Très utile à prendre en compte surtout, pour éviter qu'il ne devienne trop complexe, que notre arbre, bien sûr, devienne trop complexe. Et il y a aussi d'autres paramètres qu'on verra dans la suite du slide. Donc, le max diff, comme vous le voyez, c'est la profondeur maximale de l'arbre si elle est trop élevée, qui risque de surajuster les données. Disons, pourront nous donner des données qui ne sont pas fiables et autres. Là, nous voyons mean simple split, le nombre minimum d'échantillons requis pour diviser un nœud. Augmenter cette valeur réduit la capacité de l'arbre, la complexité plutôt de l'arbre, excusez. Ça, c'est la manière simple. Plutôt le minimum concernant notre feuille de l'arbre, le nombre minimum d'échantillons requis dans une feuille. Cela peut éviter des feuilles trop petites et donc trop spécifiques aux données d'entraînement. Donc, si le max situation. Donc, en dehors de ça, nous avons d'autres paramètres incluant le critère de division comme comment on appelle ça, Gini et Gini ou l'entropie. Passons sur l'autre point. Biais ou sous-ajustement dans les arbres de décision. Il faut savoir qu'un arbre de décision peut devenir biaisé ou sous-ajusté, surtout. Car un modèle est biaisé surtout s'il prend des décisions trop simplistes. En termes de simpliste, on en revient, par exemple, si l'arbre ne se divise pas assez et ne tient pas en compte de suffisamment de facteurs, qui est surtout ce qu'on a vu dans les hyperparamètres, la profondeur, les critères de division et autres, il offrira plutôt des données qui seront sûrement ou peut-être biaisées. Et d'un autre côté, il peut aussi être sous-ajusté si l'arbre est trop profond. Là, on a parlé du max diff.
et s'adapte trop précisément aux données d'entraînement, perdant ainsi en capacité de généralisation. Quand on parle de perdant ainsi en capacité de généralisation, on s'en tient compte sur la manière que l'arbre va s'établir. Quand je vous ai dit, quand ils prendront des décisions, est-ce que ça sera trop court, est-ce que le modèle sera efficace et autres. Donc cela peut, si on va dans le terme de problème, cela peut mener à un problème de surapprentissage où le modèle devient trop complexe et incapable de bien prédire sur des nouvelles données qu'on lui fournit. Et donc nous voilà au terme de notre exploration surtout. On pourra retenir que les arbres de décision sont faciles à comprendre et sont rapides dans l'apprentissage. Mais celui-ci ou encore ceci peut tout aussi devenir trop détaillé et moins précis s'ils sont trop profonds. On a parlé de la profondeur de l'arbre dans les hyperparamètres évidemment. Et le KNN, quant à lui, est flexible et puissant dans certains cas, mais il peut être lent si nous avons beaucoup trop de données. Raison pour laquelle je vous l'ai dit, pour un choix particulier sur un travail de classification, lorsque vous n'avez pas une grande quantité de données, ou encore vous n'en avez pas en trop, prenez le temps d'utiliser les arbres de décision, encore l'algorithme du decision trees. Ou encore, si vous avez votre quantité de données, une petite quantité de données qui vous permet de faire des prédictions, et bien, passez sur le KNN. Et donc, les deux sont très utiles surtout. Et le choix entre eux dépend de ton problème spécifique et de la taille de tes données, comme je l'ai dit au départ. Et donc, avant de partir, testons un peu ce que vous venez d'apprendre avec un petit quiz que je vous ai réservé. Première question. Quel algorithme divise les données en posant des questions successives d'après vous? Première proposition, le KNN. Deuxième, l'arbre de décision, la régression logistique ou le SVM. Deuxième question. Quel algorithme regarde les voisins les plus proches d'un élément pour prédire sa classe? L'arbre de décision, le KNN, le réseau de neurones ou les forêts aléatoires. Question numéro 3. Ou encore, troisième question. Quel est l'inconvénient principal du KNN pour de grands jeux de données? Est-il rapide à entraîner pour un premier point? Deuxième point, il peut être lent à faire des prédictions, ou encore il n'est pas flexible, ou il nécessite moins de mémoire. À vous d'y répondre. Laisse tes réponses dans les commentaires. Si tu veux voir les réponses, fais-le moi savoir et je te dirai ça. Et donc, merci d'avoir regardé. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de vidéos. À la prochaine pour de nouvelles conseils sur le machine learning. À bientôt.